Bonjour et bienvenue à la capsule portant sur les professionnels et services, ainsi que sur les malaises et inconforts fréquemment vécus durant la grossesse. Aujourd'hui, nous aborderons les thèmes suivants: les différents suivis et professionnels, les différents tests qui seront effectués durant la grossesse, les différents programmes en lien avec la maternité, les vaccins et la grossesse, les médicaments et la grossesse, les visites chez le dentiste, ainsi que les malaises fréquents et des astuces pour diminuer leurs impacts. Peu importe le stade de votre grossesse, il est important d'avoir un suivi médical constant. Que vous choisissez un suivi avec un médecin de famille obstétricien ou un médecin obstétricien gynécologue, le premier rendez-vous se fera généralement au cours du premier trimestre. Cette première visite sera généralement plus longue que les suivantes. Votre médecin vous posera des questions afin de connaître votre histoire de santé et vous proposera également un examen physique. Par la suite, la fréquence des visites de suivi de grossesse peut varier. Si vous avez un problème de santé particulier, des visites plus rapprochées pourraient être nécessaires, mais en général, voici ce qui vous sera proposé. De 12 à 30 semaines, une visite aux 4 à 6 semaines. De 31 à 36 semaines, une visite aux 2 à 3 semaines. Et de 37 semaines de grossesse jusqu'à l'accouchement, une visite par semaine. Ces visites sont généralement plus courtes. Votre médecin vous questionnera sur le déroulement de votre grossesse et vérifiera votre poids, votre tension artérielle, la hauteur de votre utérus. On commence à prendre cette mesure aux alentours de la 20e semaine de grossesse, ainsi que les battements du cœur de votre bébé. Ces rencontres avec votre médecin sont des moments privilégiés pour poser vos questions ou verbaliser vos inquiétudes. Plusieurs médecins travaillent en équipe. Vous pourrez lui demander comment fonctionne son équipe et qui sera présent lors de votre accouchement. Divers tests et examens pourront vous être offerts au cours de votre grossesse. Par exemple, votre médecin peut vous prescrire des prises de sang ou encore une analyse d'urine. Les prises de sang permettent de vérifier si vous faites de l'anémie, si votre glycémie, c'est-à-dire votre taux de sucre dans votre sang, est normal. D'ailleurs, c'est entre la 24 et 28e semaine de grossesse qu'on vous proposera un test de dépistage du diabète de grossesse. Ce test permet de mesurer votre glycémie juste après l'ingestion d'un liquide sucré. Les prises de sang permettent également de vérifier si vous souffrez de maladies infectieuses que vous pourriez transmettre au bébé, si vous avez des anticorps contre la rubéole et quel est votre groupe sanguin et le facteur rhésus. Si vous êtes un rhésus négatif, certaines précautions devront être prises. À 28 semaines et parfois après l'accouchement, on pourra vous donner des immunoglobulines appelées Winrow. On pourrait aussi vous en donner si vous faites une fausse couche, si vous passez une amniosynthèse ou si vous avez des saignements. Les analyses d'urine permettent de vérifier si vous avez des bactéries dans votre urine, même si vous n'avez pas de symptômes, ou si vous avez des protéines dans votre urine. Selon votre condition, des tests supplémentaires pourraient vous être proposés à un moment ou l'autre de la grossesse. Vers 36 semaines de grossesse, on vous proposera de faire un prélèvement vaginal et anal pour vérifier la présence de streptocoque du groupe B. Cette bactérie ne cause pas de problème à la mère, mais peut en causer au bébé dans de rares occasions si elle n'est pas traitée. Si la bactérie est présente, on vous offrira un traitement antibiotique au moment du travail. L'échographie de routine permet de déterminer l'âge de votre grossesse et votre date prévue d'accouchement, de vérifier la taille de votre bébé pour son âge, d'observer la majorité des organes tels que le cœur, le foie, le rein et les membres de votre bébé, de vérifier combien il y a de bébés et de déterminer l'emplacement de votre placenta. Au moment de l'échographie, il est souvent possible, mais pas toujours, d'apprendre si votre bébé est un garçon ou une fille, même s'il y a un petit risque d'erreur. Si vous désirez garder la surprise, dites-le au technicien ou au médecin pour éviter tout malentendu. Le programme québécois de dépistage prénatal de la trisomie 21 offre la possibilité de connaître la probabilité individuelle d'avoir un enfant ayant la trisomie 21. Il n'est pas obligatoire et il est gratuit. Il est sans danger pour le fœtus puisqu'il s'agit de prise de sang avec ou sans échographie. Le risque de donner naissance à un bébé atteint d'une trisomie 21 augmente avec l'âge de la femme. Le test de dépistage comporte 2 prises de sang chez la mère et une échographie pendant la grossesse, soit une première prise de sang entre la 10e et 13e semaine et une deuxième prise de sang entre la 14e et la 16e semaine de grossesse. Chaque prise de sang fait l'objet d'une analyse de protéines ou d'hormones qui proviennent du bébé et du placenta. Les 2 prises de sang sont importantes pour le test de dépistage.
Le test de dépistage fait à partir d'une seule prise de sang est moins fiable que celui fait à partir de 2 prises de sang. Une échographie est incluse pour confirmer l'âge gestationnel. Si le résultat du test biochimique avec ou sans échographie indique une probabilité élevée, cela ne signifie pas nécessairement que votre bébé est atteint de la trisomie 21 ou de la trisomie 18. D'autres tests plus précis vous seront proposés par votre médecin. Différents programmes sont offerts en lien avec la maternité. Offert par la CNESST, le programme pour une maternité sans danger vise à permettre à la femme enceinte de travailler sans compromettre sa santé ou celle de son bébé. Si vous avez des doutes concernant votre emploi, votre médecin doit remplir un formulaire prévu à cet effet. Le programme HOLO est offert aux femmes enceintes et aux familles vivant dans un contexte de vulnérabilité économique et consiste à offrir quotidiennement 1 litre de lait, un œuf et une portion de légumes, ainsi que des suppléments vitaminiques. Il vise l'adoption de saines habitudes alimentaires et peut débuter dès le début de la grossesse. Le programme de services intégrés en périnatalité et petite enfance à l'intention des familles vivant dans un contexte de vulnérabilité, ou encore le programme CIP, offre du soutien afin de favoriser le développement global des enfants. Il peut s'échelonner du début de la grossesse jusqu'à l'entrée scolaire de l'enfant. Selon les besoins exprimés, plusieurs types d'intervenants peuvent offrir du soutien. Si vous voulez bénéficier de ces programmes, contactez les infirmières de périnatalité de votre région. Le régime québécois d'assurance parentale offre quelques modèles de congés parentaux. Pour en savoir davantage, vous pouvez consulter le site du RQAP. Certains vaccins peuvent être administrés à la femme enceinte et ils sont même recommandés. Par exemple, le vaccin contre la grippe est recommandé à partir de la 13e semaine de grossesse. En effet, la femme enceinte au 2e et au 3e trimestre de grossesse est plus susceptible de souffrir d'une complication de la grippe ou d'être hospitalisée. Elles peuvent également transmettre la grippe à leur nouveau-né. Également, le vaccin contre la coqueluche est recommandé aux femmes enceintes. Le vaccin est habituellement donné entre la 26e et la 32e semaine de grossesse. Il protège la femme et son bébé pendant les premiers mois de sa vie. Le vaccin contre la coqueluche doit être répété à chaque grossesse. Selon votre condition, d'autres vaccins pourraient vous être recommandés pendant la grossesse ou après l'accouchement. Les vaccins vivants atténués, c'est-à-dire préparés à partir d'agents infectieux vivants atténués, sont en général contre-indiqués pendant la grossesse. Il n'y a pas de risque de côtoyer des gens qui reçoivent des vaccins. Consultez un médecin durant la grossesse si vous avez des inquiétudes, une détérioration de votre état général, de la fièvre ou que vous suspectez une infection. Il serait également indiqué de consulter votre médecin si vous avez eu des contacts significatifs avec une personne infectée par la varicelle, la rougeole, la coqueluche, la rubéole ou encore la 5e maladie et que vous n'êtes pas protégé pour ces infections. Il est recommandé de consulter un professionnel de la santé avant de prendre des médicaments prescrits ou des médicaments sans ordonnance. Certains pourraient être inefficaces, nuire à la grossesse ou encore être dangereux pour votre bébé. L'utilisation de l'acétaminophène pour une durée limitée peut être envisagée lors de la grossesse pour soulager la fièvre, la douleur, les maux de tête ainsi que les symptômes du rhume et de la grippe si cela est nécessaire. Il faut respecter la posologie et ne pas dépasser 4000 mg par jour. En raison des risques qui y sont associés, l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens n'est pas suggérée pendant la grossesse. Les produits de santé naturelle doivent être considérés avec la même prudence que les médicaments. Certains de ces produits ou leurs ingrédients peuvent présenter un danger pendant la grossesse. La réglementation est moins rigoureuse pour les produits de santé naturelle que pour les autres médicaments et leur contenu exact n'est pas toujours bien indiqué sur leurs emballages. La grossesse produit des changements physiologiques chez la femme pouvant amener la gingivite de grossesse. Les changements hormonaux de la grossesse peuvent exagérer les réactions des gencives aux irritants de la plaque dentaire. Même la femme dont l'hygiène était adéquate avant la grossesse peut en être atteinte. C'est pourquoi les visites préventives chez le dentiste avant la grossesse ou au cours du premier trimestre sont recommandées. En général, il n'y a pas de problème à recevoir des traitements dentaires tout au long de la grossesse. Votre dentiste pourrait toutefois vous proposer de reporter les traitements non urgents après l'accouchement.
Certains gestes aideront à prévenir la gingivite. Brossez vos dents pendant au moins 2 minutes après chaque repas et collation sucrée et le soir au coucher. Utilisez un dentifrice fluoré et n'oubliez pas de brosser votre langue. Évitez de rincer votre bouche avec de l'eau, boire ou manger pendant 30 minutes pour permettre au fluor de protéger vos dents adéquatement. Passez la soie dentaire entre vos dents tous les jours, le soir, au coucher. La grossesse peut apporter son lot de malaise et d'inconfort. Voici les malaises les plus fréquents. Les nausées et vomissements, la constipation et les hémorroïdes, les brûlures d'estomac et le reflux œsophagien, les crampes dans les jambes, le mal de dos et les troubles du sommeil. Voyons ensemble quelques conseils pour les soulager. Les nausées et les vomissements sont parmi les malaises de grossesse les plus fréquemment rapportés. Dans un premier temps, vous pouvez modifier vos habitudes alimentaires et de vie. Mangez avant d'avoir faim et aussitôt que la faim se fait sentir. Mangez un peu avant de se lever le matin comme des biscottes et des craquelins. Mangez une collation riche en protéines avant de se mettre au lit. Évitez de sauter de repas. Prendre plus fréquemment de petits repas. Évitez les aliments très gras ou épicés et boire entre les repas. Dans un second temps, des traitements non pharmacologiques peuvent être utilisés. Par exemple, se reposer lorsque vous en ressentez le besoin, vous lever lentement. L'efficacité du gingembre est démontrée. Le gingembre de qualité pharmaceutique a une composition plus fiable. La posologie recommandée est de 200 mg par voie orale 4 fois par jour. L'acupuncture, l'hypnose et la méditation peuvent être des traitements à considérer comme elles n'ont pas d'effet indésirable sur la grossesse. Cependant, leur efficacité est appuyée par peu d'études et les résultats peuvent être variables. Un traitement pharmacologique peut être nécessaire. La vitamine B6 ou encore le diclectin devraient constituer le traitement de référence puisque leur efficacité et leur innocuité sont plus amplement démontrées. Une consultation avec votre médecin est nécessaire. La constipation est un malaise courant durant la grossesse, au cours de laquelle le transit intestinal est ralenti. L'augmentation de la concentration de progestérone vers la fin de la grossesse joue un rôle dans la réduction de l'activité des muscles gastro-intestinaux. Certains changements physiologiques normaux durant la grossesse peuvent être à l'origine de la constipation, notamment la compression du côlon par l'utérus. De même que la prise de suppléments de fer peuvent être liés à la constipation. Il vous sera recommandé d'augmenter graduellement la consommation de fibres par des fruits, des légumes, légumineuses ou encore des produits à grains entiers, de boire entre 1,5 à 2 litres d'eau par jour, de maintenir un style de vie actif et d'adopter une bonne hygiène intestinale. Les hémorroïdes internes ou externes sont des varices qui se forment dans la paroi du rectum et de l'anus. Elles peuvent être secondaires à la constipation, à la pression accrue sur les veines rectales lors de la grossesse ou à l'action de certaines hormones sur le système gastro-intestinal. Il est recommandé de bien nettoyer la région anale après chaque selle, de faire des bains de siège à l'eau tiède et de faire une application locale de crème ou d'onguent comme une compresse d'amamélis ou de la pommade d'oxyde de zinc. L'utilisation de l'huile de ricin doit être évitée chez la femme enceinte car elle peut stimuler les contractions utérines et elle est associée à un risque de détresse fœtale si utilisée avant l'accouchement. Lors de la grossesse, la cause du reflux gastro-œsophagien est probablement multiple et implique des facteurs hormonaux et mécaniques. L'augmentation de la progestérone ainsi que l'expansion de l'utérus qui accentue la pression dans l'abdomen occasionne un reflux des liquides de l'estomac dans l'œsophage. Pour le soulager, vous pouvez élever la tête de votre lit de 10 à 15 cm, prendre des repas plus légers et fréquents et éviter les aliments comme le café, le thé, le chocolat, les boissons gazeuses, la menthe ou encore les aliments très gras et épicés. Évitez de manger ou de boire au moins 3 heures avant le coucher. Évitez de vous allonger après avoir mangé et de porter des vêtements trop serrés. Lorsque ces mesures ne sont pas suffisantes, certains traitements pharmacologiques peuvent être utilisés pendant la grossesse. Parlez-en avec votre médecin ou votre pharmacien. Environ de 30 à 50 des femmes enceintes souffriraient de crampes dans les jambes. Ces crampes constituent des contractions musculaires involontaires qui entraînent une douleur au mollet ou aux pieds. Elles surviennent le plus souvent pendant la nuit et deviennent plus fréquentes au cours du 2e ou du 3e trimestre.
Quand vous avez une crampe, vous pouvez étirer votre jambe en relevant les orteils vers le haut, masser le muscle douloureux, vous lever du lit et marcher. Ne vous inquiétez pas si vous ressentez de l'inconfort ou encore un peu de douleur le lendemain. Cette douleur est sans gravité. Pendant la grossesse, 75% des femmes auront des maux de dos. En bonne position debout, le bassin est incliné vers l'avant avec un angle de 30 degrés. Chez la femme enceinte, cet angle est modifié par l'augmentation du volume de l'utérus qui déplace le centre de gravité vers l'avant et le bas. Le bassin bascule de plus en plus vers l'avant. Pour rétablir l'équilibre, la femme enceinte aura tendance à creuser le dos, ce qui crée une lordose. La lordose est responsable de la plupart des maux de dos. Pour les éviter, il faut basculer son bassin vers l'arrière en contractant les muscles abdominaux, les muscles fessiers et ceux du plancher pelvien. La pratique d'activités physiques variées sur une base régulière peut aider à soulager les maux de dos pendant la grossesse. Vous pouvez aussi renforcer vos muscles et améliorer votre flexibilité au niveau du dos et des abdominaux, adopter et maintenir une bonne posture, éviter de soulever, porter et lever des objets lourds, dormir sur un matelas ferme et éviter les positions statiques pendant de longs moments. Durant la période périnatale, les femmes sont plus susceptibles de vivre des périodes de sommeil troublées. Souvent, les perturbations dans le sommeil peuvent être attribuables aux changements physiques et hormonaux, mais parfois des facteurs psychosociaux peuvent également nuire à la qualité du sommeil. Si les activités durant la journée sont touchées, certains moyens peuvent être utilisés pour favoriser le sommeil. Vous pouvez maintenir un horaire de sommeil régulier, éviter les siestes de longue durée ou en fin de journée, aménager un environnement propice au sommeil, pratiquer régulièrement des activités physiques, préférablement 4 heures avant le coucher, éviter les stimulants tels que le café ou le chocolat et finalement laisser les soucis en dehors de la chambre à coucher. Si les troubles persistent et nuisent à la qualité de vie, des traitements pharmacologiques et naturels existent, mais cela nécessite d'en parler avec votre médecin ou votre pharmacien. Pendant la grossesse, les malaises sont souvent mineurs et fréquents, quelquefois incommodants, mais sans risque pour bébé et maman. L'adoption d'habitudes de vie saines peut aider à les soulager. Pour toute question en lien avec le contenu des capsules prénatales, vous pouvez contacter les infirmières de périnatalité de votre région.